Le 29 octobre, 3 Atlas disparaîtra derrière le Soleil, tout comme Avlobe affirme que cet objet interstellaire, massif et rapide, pourrait effectuer une manœuvre cachée qui le piégerait à jamais dans notre système solaire. La version officielle parle d'une comète éphémère. Pourtant, les premières données rendent cette hypothèse difficile à accepter. Un noyau d'une largeur possible de 20 km et pesant plus de 33 milliards de tonnes, tout en affichant une accélération non gravitationnelle quasi nulle, malgré des éruptions gazeuses. Si l'eau a raison, nous sommes peut-être en train d'assister à la première visite interstellaire qui restera parmi nous, sans avoir aucun moyen d'observer ce qui se passera à ce moment décisif. Que manquons-nous pendant cette éclipse solaire? Et qui aura raison lorsqu'Atlas réapparaîtra? Le 29 octobre marque une ligne dure dans le calendrier. Ce jour-là, 3 Atlas glisse dans la région aveuglante derrière le Soleil, coupant toute communication avec les télescopes terrestres. La géométrie est implacable. La Terre, le Soleil et la comète sont alignés, en ligne droite, notre planète se trouvant du mauvais côté de l'éblouissement. Pendant près de 6 semaines, l'objet interstellaire le plus massif jamais détecté se déplacera sans être vu. Sa trajectoire et tout changement seront cachés à la vue directe. Cette éclipse n'est pas seulement un inconvénient dans le calendrier. Elle signifie que les moments décisifs, le périhélie, l'approche la plus proche du Soleil et toute manœuvre orbitale possible se dérouleront hors de notre capacité d'observation. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Au moment de la conjonction, Atlas passe juste au-delà, à 1,36 unités astronomiques. Aucun observatoire terrestre ne peut distinguer sa faible lueur de la chaleur du Soleil. Même les télescopes spatiaux, comme Hubble et JWST, sont contraints d'attendre. Leurs protocoles de sécurité sont déclenchés par le risque de pointer vers le Soleil. Le résultat pratique est un manque de données qui s'étend de fin octobre à début décembre. Le suivi astrométrique, l'analyse spectrale, même les mesures de luminosité de base, tout cela est interrompu. Le seul espoir d'apercevoir quelque chose repose sur une poignée de sondes solaires et de coronographes, des outils conçus pour étudier les tempêtes solaires et non les comètes lointaines. Leur sensibilité et leur cadence d'imagerie permettaient à peine d'enregistrer des objets aussi faibles qu'Atlas. Pour la plupart des astronomes, la fenêtre se referme juste au moment où le chapitre le plus critique de l'histoire commence. Toutes les questions concernant l'évasion naturelle ou la capture artificielle de la comète ou de l'artefact restent en suspens dans ce silence imposé. Le temps presse et le moment de vérité se déroulera là où personne ne pourra le voir. L'attention d'Avi s'est focalisée dès que les premières mesures photométriques sont arrivées. L'estimation initiale de la taille de 3 I Atlas d'un diamètre de 20 km a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Pour mettre les choses en perspective, un Oumuamua mesurait moins d'un quart de kilomètre. 2 I Boris, la précédente comète interstellaire, s'étendait peut-être sur 1 kilomètre de large. En comparaison, Atlas était d'un ordre de grandeur supérieur à tout ce que les études prévoyaient de trouver en premier. Le chiffre lui-même n'était pas une estimation. Il provenait de la luminosité de l'objet, corrigée en fonction de la distance et de l'angle solaire, puis modélisé par rapport à la réflectivité cométaire connue. Avec une magnitude bien supérieure à 12 et aucun signe de coma dense et optiquement épais susceptible d'augmenter artificiellement la lecture, la conclusion était inévitable. Le noyau devait être massif. Le scepticisme de l'eau s'est accru à partir des calculs mathématiques. Les statistiques des relevés prédisent que pour chaque grand visiteur interstellaire,
des milliers d'autres plus petits et plus faibles auraient déjà dû être repérés. Le relevé Atlas, ainsi que Pan-STARRS et Vera Rubin, balayant le ciel chaque nuit claire afin de détecter précisément ces objets interstellaires se déplaçant rapidement. Pourtant, les 2 premières découvertes interstellaires étaient de petite taille. Et voilà qu'apparaît soudainement un géant. Les probabilités, selon n'importe quel modèle de population, défient toute croyance. Si l'estimation de la taille est correcte, soit les relevés ont manqué une vaste population de corps plus petits, soit quelque chose de rare et d'inexplicable est en jeu. C'est là que commence l'argumentation de l'eau. Un objet interstellaire de 20 km, si peu de temps, après les 2 premiers, défie les attentes de la loi de puissance qui sous-tendent la science moderne des relevés. L'alarme statistique a sonné, non pas parce qu'Atlas était brillant, mais parce que sa taille même contredisait tout ce que les astronomes pensaient savoir sur ce qui devrait se trouver là-bas. Pour l'eau, ce simple chiffre, 20 km, est devenu la première et la plus flagrante anomalie d'une liste qui ne cesse de s'allonger. Une masse d'au moins 33 milliards de tonnes figure désormais dans les livres des records. Ce chiffre, tiré de la modélisation dynamique et de la luminosité persistante de la comète, éclipse tous les visiteurs interstellaires confirmés avant elle. C'est pourtant là que commence le paradoxe. Malgré un taux de dégazage vigoureux de près de 100 à 150 kcal dominé par le dioxyde de carbone, il n'y a pas d'accélération non gravitationnelle mesurable. En science des comètes, c'est le problème classique des fusées. Le dégazage agit comme des propulseurs, poussant le noyau très légèrement hors de sa trajectoire prévue. Pour les comètes typiques, même une activité modeste laisse une empreinte dans les enregistrements astrométriques. Une lente dérive, une courbe subtile, s'éloignant de la gravité pure. Mais l'ensemble de données globales de Minor Planet Cent, qui couvre plus de 4000 mesures de position, ne trouve aucune déviation de ce type pour Atlas. La limite supérieure de son accélération non gravitationnelle est inférieure à 15 mm par jour au carré. Un chiffre si faible que, compte tenu de son activité observée, seul un objet vraiment massif pourrait rester aussi immobile. Les chiffres accentuent la contradiction. Prenez la production de gaz mesurée, multipliez-la par la vitesse d'écoulement et divisez-la par la masse estimée. L'accélération réactive attendue devrait être visible dans les données, à moins que le noyau ne soit non seulement grand, mais aussi remarquablement dense, ou que le dégazage soit parfaitement équilibré dans toutes les directions. Les simulations de Monte-Carlo passent en revue toutes les combinaisons plausibles de taille et de densité du noyau. Pour tout ce qui est inférieur à environ 5 km de diamètre ou moins dense que 1000 kg par mètre cube, le calcul ne tient plus. Le dégazage aurait depuis longtemps fait dévier Atlas de sa trajectoire prévue. Seul un corps solide massif correspond à la fois aux preuves phototriques et dynamiques. D'autres explications, telles que des jets attirant en opposition parfaite ou un essaim de fragments faiblement liés, nécessitent une physique finement ajustée et une géométrie improbable. Le modèle dominant peine à concilier les chiffres sans invoquer des hasards statistiques ou des arguments spécieux. Pour Lowe et ses collègues, ce n'est pas seulement une curiosité, mais une invitation ouverte. Si la masse est réelle et l'accélération absente, la porte vers des scénarios non naturels reste ouverte. La science des relevés s'appuie sur des chiffres, beaucoup de chiffres. Pour chaque objet géant comme Three Eye Atlas, les modèles de population prédisent que le ciel devrait être rempli de milliers de vagabonds interstellaires, plus petits et plus faibles. La logique est simple. Les corps plus petits
sont beaucoup plus courants dans toutes les ceintures d'astéroïdes et de comètes connues. Si le processus de découverte fonctionne, les premiers objets interstellaires trouvés devraient être les plus petits, ceux qui surpassent les géants en nombre. Mais les données montrent une réalité différente. Le Pan-STARRS Survey, l'Atlas Network et maintenant l'observatoire Vera Rubin ont scruté le ciel pendant des années, enregistrant des millions de détections. Leur sensibilité s'est améliorée au point que des objets de quelques dizaines de mètres de diamètre, s'ils se déplacent assez rapidement, laissent une trace. Les deux premières découvertes interstellaires, Oumuamua et Boris, correspondent à cette tendance. Tous deux étaient petits, faibles et se trouvaient juste à la limite de détection. Puis, sans avertissement, Atlas est apparu. Large de 20 km, pesant au moins 33 milliards de tonnes, il dépassait largement le seuil de détection. Pas d'essaim de cousins plus petits, pas d'augmentation progressive de la taille, juste un bond statistique. Les modélisateurs de population ont fait leurs calculs. Si 3D Atlas sont typiques, les relevés auraient dû trouver des centaines, voire des milliers d'objets plus petits à ce jour. Au lieu de cela, le compte est de 3. Les analystes de Pan-STARRS et Rubin ont signalé cette lacune dans des notes internes, avertissant que les chances de trouver un géant avant ses cousins plus petits sont astronomiquement faibles, moins de 1 sur 10 000 selon certaines estimations. La loi de puissance, qui est à la base de la distribution des tailles, semble ne plus s'appliquer. Soit l'univers cache une vaste population de corps faibles et insaisissables, soit Atlas est une valeur aberrante qui défie toutes les attentes. Pour ceux qui suivent les anomalies, ce n'est pas seulement une curiosité, c'est le signe que quelque chose de fondamental dans les chiffres ne va pas, et que l'histoire de 3i Atlas est déjà en train de réécrire les règles. Les cartes de trajectoire de 3i Atlas révèlent une trajectoire qui épouse le plan de l'écliptique du système solaire, avec une inclinaison d'environ 5 degrés seulement. Pour un objet provenant de l'espace interstellaire, ce type d'alignement est loin d'être ordinaire. La plupart des comètes et astéroïdes connus, même ceux qui se sont formés dans notre propre système, suivent des orbites qui s'inclinent et se tordent à travers le voisinage solaire. Un visiteur aléatoire venu de l'espace lointain devrait traverser à un angle aigu, sa trajectoire étant façonnée par le chaos des étoiles lointaines. Au lieu de cela, Atlas glisse presque parallèlement au disque planétaire, empruntant un couloir habituellement réservé aux corps locaux. La géométrie devient plus étrange lorsqu'on l'examine de plus près. Dans les semaines précédant le périhélia, Atlas enchaîne une série de rencontres rapprochées avec les principales planètes. Le 3 octobre, il passe à moins de 29 millions de kilomètres de Mars, une distance qui, selon les normes interplanétaires, équivaut à un quasi-collision. La séquence se poursuit. Plus tard, sa trajectoire l'amène à proximité de Vénus et de Jupiter, accumulant une série de survols planétaires rarement observés en dehors des missions spatiales soigneusement planifiées. Les spécialistes de la dynamique orbitale ont calculé que les chances cumulées qu'un objet aussi massif et rapide suive cette trajectoire précise sont infinitésimales. Pour chaque planète, la probabilité d'un passage rapproché est faible. Pour 3 planètes successives, la probabilité tombe en dessous de 1 sur 1000. Cet alignement n'est pas seulement une curiosité. L'orbite rasante de l'écliptique place Atlas dans une position idéale pour subir des poussées gravitationnelles. Chaque passage près d'une planète pourrait en théorie modifier sa vitesse ou dévier sa trajectoire.
Mais le véritable mystère réside dans la manière dont ces rencontres successives déterminent le moment du périhélie. La trajectoire est ajustée avec précision, presque comme si elle avait été conçue pour maximiser les possibilités d'une manœuvre spectaculaire près du Soleil. Pour ceux qui cherchent à distinguer le naturel de l'intentionnel, la trajectoire de vol elle-même devient un témoin silencieux, soulevant des questions que les chiffres seuls ne peuvent résoudre. Les premières images de 3 équipes d'observatoires, Eye Atlas, ont semé le trouble. Au lieu de la queue attendue, une lueur concentrée vers l'avant dominait le côté tourné vers le Soleil. Une luminosité qui résistait à toute correction pour le flou de mouvement ou les artefacts instrumentaux. Les analystes d'imagerie de Gemini South et du VLT ont examiné les données à la recherche d'une explication technique, mais l'asymétrie persistait. À mesure que la comète se rapprochait du Soleil, la lueur s'est estompée et une queue ordinaire a commencé à s'étirer, s'alignant avec le vent solaire. Certains y ont vu un effet géométrique, d'autres un signe de changement réel, peut-être une croûte qui se fissure, ou une soudaine explosion d'activité sous la surface. Les spectroscopistes se sont alors intéressés à la chimie de la comète. Le spectroscope NIR du JWST, dans une fenêtre étroite avant la conjonction solaire, a capturé un rapport de volatilité qui défiait toutes les attentes. Le dioxyde de carbone dépassait l'eau, dans un rapport de près de 8,1. Pour les comètes du système solaire, l'eau est presque toujours le principal élément volatile. Ce rapport suggérait que le noyau était soit conservé dans un état de congélation profonde depuis l'espace interstellaire, soit recouvert d'une couche de givre de dioxyde de carbone. Les équipes de calibrage ont appelé à la prudence, qualifiant le résultat de provisoire jusqu'à ce que d'autres données puissent confirmer ou infirmer cette découverte. Les théories se sont multipliées. Certains ont avancé l'hypothèse d'une croûte de dioxyde de carbone protégeant un intérieur riche en eau. D'autres celle d'une possible contamination ou d'une erreur de modélisation. Le débat s'est prolongé jusque tard dans la nuit sur Slack, chaque équipe défendant son interprétation. Puis, fin septembre, une soudaine vague d'émissions vertes a balayé la comète. Des astronomes amateurs et professionnels ont signalé ce changement, le attribuant à des molécules de C2 ou de CN fluorescentes, sous l'effet des ultraviolets solaires. Pour la plupart des comètes, le vert apparaît près du périhélie, mais ici, il est arrivé tôt et brillant, dépassant les prévisions. Ce changement de couleur a soulevé de nouvelles questions sur la stratification des glaces volatiles et la chimie de la surface de la comète. Chaque anomalie, optique, chimique, chromatique, a ajouté une incertitude supplémentaire à l'incertitude déjà grande. La comète disparaissant derrière le Soleil, les réponses devront attendre, laissant sa véritable nature suspendue entre artefacts et révélations. Le cas d'Avi repose sur une fenêtre si brève qu'elle est à peine perceptible à l'échelle cosmique. Au périhélie, le 29 octobre, 3 Dris Atlas se déplacera à près de 44 km/h, une balle interstellaire qui passe à seulement 1,36 unités astronomiques du Soleil. Pour tout objet sur une trajectoire hyperbolique, c'est le seul moment où une simple poussée, un changement de vitesse de quelques kilomètres d'eau seulement, peut faire basculer la balance entre l'évasion et la capture. La physique est impitoyable. Pour passer d'une trajectoire interstellaire sortante à une orbite solaire captive, Atlas aurait besoin d'un delta Mach d'environ 8 km/h au moment de son approche la plus proche, moins que cela, et la comète poursuivra sa course sans jamais revenir. Cette manœuvre, si elle a lieu, sera invisible. L'éblouissement du Soleil
aveugle tous les télescopes terrestres. Même les meilleurs coronagraphes spatiaux auront du mal à distinguer un point faible et rapide sur le fond solaire. Les limites de détection de ces instruments oscillent entre 8 et 10 magnitudes, ce qui est beaucoup trop lumineux pour une comète comme Atlas pendant la conjonction solaire. Concrètement, tout changement de trajectoire, toute poussée d'activité ou poussée artificielle passerait inaperçue jusqu'à ce que la comète réapparaisse quelques semaines plus tard. Le survol de Mars, à seulement 29 millions de kilomètres le 3 octobre, a brièvement laissé espérer une image directe. Les planificateurs de gratte-ciel ont débattu de cette possibilité en effectuant des calculs sur la taille angulaire et la luminosité apparente. Les chiffres ont fermé la porte. À cette distance, un objet de 20 km sous temps moins de 0,15 secondes d'arc, ce qui est plus petit que la limite de diffraction des gratte-ciel. Même en tant que source ponctuelle, Atlas serait trop faible pour être détecté. Pas de caractéristiques de surface, pas de jet, pas de sonde larguée. La caméra la plus puissante en orbite autour de Mars ne peut que regarder l'obscurité. Pour l'eau et ses partisans, cette invisibilité forcée est à la fois une frustration et une opportunité. Si une manœuvre est tentée, les preuves seront inscrites dans l'orbite de la comète, attendant d'être lues lorsqu'Atlas reviendra dans notre champ de vision. Tom Statler, scientifique en chef de la NASA, spécialisé dans les petits corps célestes, trace une ligne claire dans la poussière. Cela ressemble à une comète. Cela se comporte comme une comète. Cela ressemble très fortement, à presque tous les égards, aux comètes que nous connaissons. C'est le point de départ. L'opinion dominante est que Three Eye Atlas s'intègre, bien que maladroitement, dans la grande famille indisciplinée des comètes naturelles. Masse inhabituelle, hasard statistique, chimie étrange. Les comètes sont désordonnées. Trajectoire capricieuse et passage près des planètes. Coïncidence multipliée par l'immensité de l'espace. Des astronomes comme Karen Mitch et Kwanzaa font écho à cette position, soulignant le biais de sélection, l'historique inégal des relevés et le comportement imprévisible des corps riches en substances volatiles. Pour eux, la charge de la preuve repose entièrement sur cette affirmation extraordinaire. Holloway aborde les mêmes données sous un angle opposé. Il n'utilise pas d'échelle formelle, mais son argumentation s'appuie sur des anomalies. Masse, taille, alignement écliptique, rencontres planétaires, composition chimique. Plus ces caractéristiques sont nombreuses, plus il est important d'y prêter attention. Selon Lowe, lorsque suffisamment d'anomalies s'accumulent, la seule attitude responsable est de maximiser l'observation, en particulier lorsqu'un événement rare comme le périhélie derrière le Soleil pourrait dissimuler une manœuvre déterminante. Il n'attribue jamais de chiffres, mais le principe est simple. Si la liste des valeurs aberrantes s'allonge, il faut traiter l'objet comme s'il y avait beaucoup en jeu. La prochaine fenêtre critique s'ouvrira début décembre, lorsqu'Atlas réapparaîtra après sa conjonction solaire. Tous les grands observatoires seront prêts à vérifier les changements d'orbite, de rotation et de spectre. D'ici mars 2026, alors qu'Atlas s'approchera de Jupiter, une deuxième série de données permettra de vérifier si sa trajectoire reste hyperbolique ou si quelque chose a changé. Le cadre décisionnel ne consiste pas à noter les anomalies. Il s'agit de suivre des prédictions concrètes et falsifiables. Si l'orbite reste inchangée, le modèle naturel se confirme. Dans le cas contraire, le débat entrera dans une nouvelle phase. Pour l'instant, la seule certitude est que l'histoire dépendra de ce que les données révéleront à la fin de la période d'occultation. Le 29 octobre 2025, 3D Atlas passera derrière le Soleil.
coupant toute observation depuis la Terre, au moment précis où Hervé Lobo affirme qu'une manœuvre de serrement inversée pourrait l'ancrer dans notre système solaire. La taille estimée de l'objet, 20 Pinkley-Moseley, et sa masse d'au moins 33 milliards de tonnes, combinée à une accélération non gravitationnelle négligeable et à un rapport dioxyde de carbone CO proche de 8,1, correspondent aux attentes du DFI pour une comète interstellaire naturelle. Cependant, à ce jour, aucune preuve directe ne confirme une origine artificielle. La position officielle de la NASA reste que les comètes peuvent présenter des comportements imprévisibles et que de nombreuses questions, telles que la source de sa phase spectrale verte et la véritable nature de sa trajectoire, restent sans réponse. Lorsqu'Atlas apparaîtra en décembre, ces nouveaux éléments orbitaux et ces signatures chimiques fourniront le test final. D'ici là, la seule certitude est la nécessité d'une observation rigoureuse et d'un débat scientifique ouvert.